Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, c'est Mélodie. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je reçois Laurent. Laurent, aujourd'hui, va nous parler de blended learning, de e-learning. Alors, bonjour Laurent. Bonjour. Alors, toi, tu es ingénieur pédagogique à la Grande École du Numérique. Tout à Tu es fait. chargé de l'innovation pédagogique, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais en quelques mots? Alors, pour expliquer un petit peu mes missions, j'ai en charge la construction de dispositifs, l'animation de ces dispositifs Mhm. et la formation des équipes pédagogiques du dispositif. Voilà. Ok. Écoute, ça tombe très bien puisque j'aimerais que tu nous parles de blending learning, de e-learning. Comment on fait? Est-ce que tu aurais eu une expérience réussie à nous relater concernant ces deux choses-là? Écoute, tout à fait. Écoute, je vais te parler tout simplement de l'expérience qu'on a vécue à la Grande École du Numérique. Mhm. À la Grande École du Numérique, on a commencé en 2018-2019 et nous faisions à l'époque, pour rappel, des formations dans les métiers du digital, 100% présentiel. Et à la fin de cette première année, au mois de septembre, on fait un peu les bilans. Il m'a semblé important, compte tenu des différentes possibilités qui nous étaient offertes, de repenser le dispositif avec une dimension à la fois en présentiel et en distanciel. Ce qui nous motivait, c'est d'abord la spécificité des métiers du digital, où les gens doivent la plupart du temps travailler en distanciel, donc ils doivent Oui. maîtriser des outils. Et dans un deuxième objectif, c'était que nos publics éprouvent des difficultés financières à pouvoir venir dans un dispositif qui est centralisé sur Angoulême, venant de campagnes extérieures. Et on avait remarqué que sur les milieux fin de mois, c'était compliqué parce qu'on ne pouvait plus mettre de carburant. Nous, c'est un petit département, la Charente, il n'y a pas des systèmes de bus, on n'est pas en ville, quoi. Mhm. Donc du coup, on avait cette double option. Donc à la fois pour les apprenants dans cette dimension futur métier et limitation de coûts, et à la fois aussi pour être en capacité d'intégrer des nouvelles stratégies pédagogiques qui prenaient en compte le distanciel, qui nous semblait évident qu'on allait en avoir besoin. Voilà, à ce moment-là, Mhm. c'était ça. Oui, Voilà. d'accord. Donc, donc une évolution vers du blended learning avec du distanciel. Quelle fréquence Alors, quand j'ai commencé à repenser le dispositif, je me suis fixé de façon arbitraire 3 jours en présentiel, 2 jours en distanciel. hmm. Donc du coup, on était confronté à différentes choses. La première, un cours distanciel, un cours présentiel, ça se fait pas de la même façon, c'est pas les mêmes outils, c'est pas du tout la même chose en vrai. Mhm. Et donc il a fallu donc dans un premier temps réécrire les différentes modalités et la temporalité du dispositif. Oui. Une fois que la temporalité du dispositif a été établie, bon, ce qui était en présentiel déjà en place ne bougeait pas, mais pour ce qui était en distanciel, il nous a fallu repenser toute l'ingénierie, la conception des supports de cours, la dimension de formation à la fois des apprenants et des formateurs sur ces nouveaux outils, notamment une plateforme digitale qui était utilisée dans notre dispositif. D'accord. Il y avait déjà une plateforme digitale à Oui, disposition.
Oui, on utilisait déjà une plateforme, mais uniquement, tu sais, pour déverser des contenus. Oui, En gros, on avait une arborescence, c'était un drive, quoi, pour faire simple, hein. oui, d'accord. Voilà. Et du coup, on utilisait très très peu les outils qui étaient fournis dans cette plateforme. Et là, on avait, pour la temporalité, là, on est en septembre, et on avait une nouvelle rentrée qui se faisait à partir de décembre. Donc là, pendant 3 mois, j'ai reconstruit le dispositif, les différentes modalités, et j'ai notamment construit de nouveaux syllabus de cours qui s'adaptaient à la capacité qu'on avait à faire des activités à distance et qu'on puisse les évaluer aussi, parce que c'est très important, hein, chez nous, l'évaluation est permanente. Donc, on voulait garder comme quand on est en présentiel. D'accord. Euh, quand le mois de décembre est arrivé, que la nouvelle session est arrivée, pour les apprenants, tout était nouveau, donc du coup, apprentissage à la plateforme, comment on se connecte, comment on trouve ses ressources, comment on trouve les livrables à faire et comment on trouve les syllabus de nos livrables. C'était les Mmh. premiers questionnements. Ça va très très vite, hein. Ça, en une matinée, c'est plié, ça. Et puis, pendant les 2 mois avant, formation des équipes de formateurs en présentant les nouveaux outils, en faisant des tests entre nous, en faisant de l'écriture à plusieurs mains des syllabus pour avoir quelque chose qui fonctionne. Et concrètement, on arrive janvier, février, on commence à prendre nos marques, et mi-mars, le 17 mars, boum, là on prend le Covid en pleine tête, Ouais. tous confinés. Et là, nous, on passe de 2 jours de distanciel à 100%, 5 jours de distanciel. OK. Pendant le même temps, notre centre de formation s'arrête de fonctionner, puisqu'ils n'ont pas l'infrastructure, ni les équipes pédagogiques, ou en tout cas très peu d'entre elles sont formées. Et les apprenants, pareil, très peu d'entre eux sont formés, puisqu'on était dans des phases de test pour passer à des process digitalisés et distanciels. Voilà. Mmh. Donc là, concrètement, comment tu fais, donc on passe en full distanciel, en e-learning, hein. Oui. Comment tu fais concrètement là, à partir de ce moment-là? Alors pour moi, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension de la grande école du numérique, hein, où là, notre job, c'est d'accompagner nos apprenants. La grande difficulté qu'on a dès le départ, c'est de garder le lien et de les maintenir, entre guillemets, avec nous dès le départ du confinement. Alors pour ce faire, alors nous, on est 5 sur le dispositif. Déjà, on met en place un système où chacun de nous, entre guillemets, a une astreinte d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a défini avec nos apprenants les moyens par lesquels ils pouvaient communiquer avec nous. On a défini des routines. Et dès qu'on voit qu'une routine n'est pas faite, hop, on relance nos apprenants directement par téléphone, par mail, tous les outils qu'on a inventés. Ça a déjà été la première chose. Ça a demandé à ce que toute l'équipe s'implique, parce que c'est quand même au-delà des heures où on était en échange avec eux normalement en présentiel. Donc on met Mmh ça en mh. place. Et du coup, comme on est 5 et qu'il y a 5 jours, c'est pas très prégnant, quoi. Ça nous fait beaucoup de boulot. Mais enfin, c'est vraiment sur ce volet d'accompagnement qu'on est mobilisé, hein, dans la gêne, d'accompagner vraiment nos apprenants. En gros, faire comme si on était là tous les jours. Concrètement, c'est le matin, visio à 9h. Quand on est en visio, on est habillé, caméra allumée obligatoire pour tout le monde. Voilà, on est devant, on n'est pas en train de déjeuner ou je sais pas quoi, hein, on est au travail comme si on est en cours. Voilà. Et après, on fait des checkpoints toutes les heures et demie Mmh. sur l'avancée, sur le travail, où on fait des micro-réunions très très courtes, des visios de 5 minutes pour voir où on en est, est-ce qu'il y a des questions dans l'avancée des livrables, comment ça se passe. Un petit peu, tu vois, comme on fait pendant le cours. On définit une activité, et puis au cours de l'activité, on accompagne, alors soit à la demande, soit sur des checkpoints qui sont définis dans la journée. On a des marqueurs qui sont précis, hein, de manière à ce qu'ils sachent qu'ils vont nous retrouver à ces endroits-là. Mmh. Voilà. Et après, du côté de notre centre de formation, là, c'est pas pareil. On a besoin de former les équipes.
de les former aux outils. Et là, il faut, alors là, nous, on n'a plus accès aux apprenants. Il faut que les formateurs sur les plateformes reforment leurs apprenants. Mhm. Ce qui a pas été simple du tout d'ailleurs. Ouais, Voilà. tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc là, on parlait de visio. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment de digitaliser rapidement et puis sous contrainte quand même les pratiques des équipes pédagogiques. Oui. Donc on parle pas de, évidemment, 7 heures de visio dans la journée, hein, ce qui est complètement impossible. Concrètement, quelles étapes on fait pour digitaliser entièrement ces pratiques? Là, tu nous as donné quelques éléments. Quelles sont les principales étapes concrètement? Voilà comment on a fait. Bon, pour ce qui était de la grande école du numérique, on va dire entre guillemets, ça roule. Oui. À partir du moment où on a posé notre astreinte d'accompagnement, on rencontre pas de difficultés. Nos apprenants Mhm. sont pas perdus, ils savent qu'on est là. On est tous bouleversés par le Covid, mais bon. Par contre, du centre de formation, c'est pas la même musique, hein. Donc là, à cette époque, moi, j'avais en charge ce qui s'appelle recherche et développement stratégie pédagogique, hein. Et j'avais aussi en charge la formation des équipes pédagogiques à la plateforme qu'on utilisait. Mm. Donc, une relation particulière avec les enseignants et les formateurs. Et là, tout de suite, je regarde un petit peu, je fais des checks avec eux pour savoir quelles sont leurs difficultés. Alors, la difficulté, j'aurais plus vite fait de leur demander ce qu'elle est, comme ça, on n'aurait pas perdu de temps. Mais en réalité, il n'y a rien qui allait, hein. Et là, on Ouais, commence ouais, à ouais. faire l'inventaire. Bon, alors, vous faites quoi? Vous faites comment? Qu'est-ce que vous avez? Et là, en Donc là, vérité, c'est un travail d'audit. ouais, voilà, c'est ça. Tu fais un audit. Ok. Ouais, je fais un audit des moyens, des envies, des craintes, enfin tout ce qu'il y a. Et là, très vite, il ressort que la plupart des formateurs qu'on a et des enseignants utilisent des PowerPoint. Oui. Donc nous, Mhm. on se dit, bah ouais, tiens, là déjà, ils ont des outils qu'ils ont construits, ils ont bossé. On se dit, tiens, c'est marrant, il faudrait peut-être qu'on regarde un petit peu de ce côté-là, nous, parce qu'on n'est pas très consommateurs de PowerPoint. Nous, il faudrait qu'on regarde un petit peu de ce côté-là, comment dans notre pratique digitale, nous, on va pouvoir créer quelque chose qui va faciliter leur vie. Mhm. Donc, bon, alors, on sait pourquoi on n'utilise pas beaucoup les PowerPoint, c'est quand même quelque chose d'assez statique, ça peut être vite ennuyeux, et puis, en vérité, on a très peu d'interaction. Alors, on se dit, si déjà, on n'est pas en présentiel, on est en distanciel, et qu'on leur file des PowerPoint, autant dire qu'il ne va Ouais. pas se passer grand-chose. Ouais, Et ouais. là, et là, on commence à se dire, bah tiens, ouais, ce qui serait bien, on a un support qui est quand même une référence, hein. On a vraiment ce support qui est omniprésent. Donc là, là, je me dis, bah écoute, faudrait qu'on crée un truc pour digitaliser un peu ces supports PowerPoint. Et stratégiquement, on se dit, il faut que ce soit efficace pour les apprenants. C'est ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils apprennent. Donc on est sur une taxonomie connaître, comprendre très souvent, hein, quand on a des supports de ce type-là. Et donc là, ce qu'il nous faut, c'est vérifier les connaissances. Donc on développe un système où on va prendre des PowerPoint Mhm. et on va, à l'intérieur de ces PowerPoint, soit en fonction des étapes du PowerPoint entre différentes slides, mettre des questionnements, des questionnaires, et ou bien à la fin faire des questionnaires récapitulatifs, ou bien faire les deux. Faire des petites, on dirait un petit peu des petites évaluations formatives pour voir qu'ils ont bien compris tel ou tel point. Et à la fin, un questionnaire qu'on va appeler plus sommatif, où on va regarder si vraiment ils ont un score et ils peuvent passer à la suite du parcours, etc., etc. Donc on commence à mettre ça en place dans cette dimension-là. Et parallèlement, j'avais construit un support qu'on appelle chez nous un Mhm. syllabus de cours qui nous permettait de développer toute la stratégie de Biggs, qui consiste à dire quelle activité je fais pour qu'en l'observant et pour que quand mes apprenants l'observent, on voit qu'on a atteint l'objectif visé par l'objectif pédagogique visé. Et Mhm. donc, dans ces syllabus, on réintègre
en éléments les différentes constructions qu'on avait fait de nos PowerPoint digitalisés. Voilà. D'accord. Tu en as parlé tout à l'heure du syllabus. Justement, j'allais te poser la question. En gros, voilà, c'est quoi concrètement? C'est un document? Ouais, alors chez nous, ça a pris la forme d'une matrice au départ, j'ai construit un document qui est l'émanation de la synthèse de plein de documents de cours que j'avais récupérés sur différentes facultés qui partageaient ces ressources. Après, j'ai regardé comment je pouvais les adapter à nous. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un outil qui soit transposable. On est en cours en Mmh. présentiel, ça marche. On est en Ouais, distanciel, ça marche. d'accord. Donc, il fallait quelque chose qui soit assez malléable au départ. Donc, chez nous, ça se traduit par un document écrit dans lequel sont intégrées des ressources. Et alors, mais OK. nous, on est grande école du numérique. On utilise une techno web et en gros, c'est une page web, quoi, hein, Mmh. où l'apprenant va dérouler sa page web et à l'intérieur, il va trouver la présentation, les objectifs, les différentes activités, les phases d'évaluation tout Mmh. interconnecté dans un seul document, voilà, de manière à ce qu'il s'y retrouve facilement. Et quelque chose qui était important pour nous, c'est à la fois pour les formateurs au début et surtout pour les apprenants, c'est que ce document support soit toujours le même tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la forme, hein, on a compris comment ça marche, on s'occupe que du fond, c'est-à-dire les éléments qui constituent le livrable que l'apprenant doit délivrer à la fin de son activité. Mmh. D'accord. OK. Hem, donc là, vous mettez ça, à disposition, des apprenants, ce syllabus-là, avec, les ressources, et cetera. Donc tu nous as parlé de questions, je crois, de quiz. Oui, Là, concrètement, donc, comment tu fais d'un point de vue, pédagogique pour, évaluer et suivre leur progression pédagogique? Parce que là, on est quand même, en 100 distanciel. On peut pas forcément, être là avec eux, derrière eux, à regarder, s'ils suivent bien, si, voilà, c'est bien compris, s'ils ont bien avancé, regarder, directement, sur leur ordinateur, là, faire avec eux. Et mm. donc, comment tu fais du coup? Alors là, en vérité, c'est pas très compliqué parce que on fait des phases où les phases en présentiel, on accompagne le faire, l'apprentissage faire. Oui, c'est Alors, ça, on est ça. bien d'accord, nous, on est dans les métiers du digital, hein, c'est-à-dire que les Oui, gens travaillent sur un ordinateur, donc ils oui, font avec un ordinateur, c'est pas des maçons hein, qu'on a. oui, voilà, oui. Donc du coup, c'est réalisable sans difficulté, puisque en gros, ils ont une phase de prise de connaissance. Un, Nous, on intervient sur un petit débrief pour vérifier que tout est bien compris, que tout le monde soit lancé. On vérifie que les activités sont lancées. Et dans leur temps de recherche, dans leur temps connaître, comprendre, on leur laisse ce temps. Et après, on vient les accompagner d'en faire. Et là, on va utiliser des stratégies de classe virtuelle Mmh. où on les fait travailler en groupe. Alors c'est très important de les faire travailler en groupe et on fait des phases. Alors ah ouais, pourquoi c'est important de les faire travailler en groupe? Parce que quand on est en distanciel, la dimension d'isolement elle est très prégnante. Alors Oui, que là, on fabrique des rooms. Là, peu importe l'outil, les outils fabriquent tous entre guillemets ce qu'on appelle des rooms, c'est-à-dire un endroit où trois étudiants vont travailler sur par exemple une partie d'un problème et puis à la fin on collecte tout. Et nous, on va les accompagner, venir avec eux quand ils sont dans la phase de réalisation, et on va se rendre sur les différents espaces pour voir s'ils ont besoin. Et là, ils peuvent soit nous appeler, nous faire venir dans l'espace hein, pour les accompagner, soit nous, on y va de notre propre chef. mmh, Voilà. Et c'est intéressant parce que on va garder cette capacité à, à faire entre guillemets du présentiel à distance. On garde les mêmes stratégies. C'est-à-dire qu'il y en a un qui présente son travail, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On va rester comme ça. Par contre, ce qu'on change, c'est la temporalité. C'est-à-dire, oui, on fait tout ça, c'est fait toujours sur des temps très très courts. Alors, c'est très intéressant de faire sur des temps plus courts parce que ça oblige à mieux synthétiser ce qu'on fait. Et pour eux, ça permet de revenir
de revenir rapidement sur une problématique et de pas attendre de passer beaucoup de temps, d'être dans l'attente de répondre ces feedbacks. Ça nous permet, nous, d'avoir cette interaction qui est rapide auprès de nos apprenants. Voilà. Oui, mais ça me rappelle, tu vois, j'ai échangé avec une autre formatrice qui me disait, bon ben moi j'ai passé 4 heures en visio là avec les apprenants. Honnêtement, il y avait des caméras éteintes, je savais pas s'ils étaient là ou pas. Et après, on entend les apprenants qui disent, ah bah ouais, mais moi j'en profite pour faire mes brioches, etc. Alors c'est pas facile quand même. Enfin, voilà. Donc là, en fait, en distanciel, il faut et qu'ils aient les ressources et qu'on ait une évaluation et bien sûr l'accompagnement et qu'ils sachent étape par étape ce qu'ils doivent faire et surtout qu'on vérifie qu'ils lâchent pas. Ouais, alors il y a quelque chose quand même qu'il faut préciser. Le petit avantage qu'on a, c'est qu'on était sur l'année 2 et déjà on avait testé les mêmes apprentissages et là on avait pu voir où il y avait des points un peu compliqués. Donc ça nous a permis de remorceler, regranulariser les apports pour que ce soit moins gros à avaler d'un coup. Et surtout, ça nous a donné des indications sur le temps de réalisation. Parce que c'est frustrant quand on te dit qu'il faut faire un truc en 1 heure et puis que de toute façon, en 1 heure, personne n'y arrive, quoi. Ouais. Donc il y a quand même cette dimension à prendre en compte. Et on peut pas non plus les laisser, pendant des heures à rien faire. Donc ça veut dire que dans la vision du travail qu'on leur donne, nous, ce qui nous importe, c'est que le livrable soit réalisé. Donc ils avancent librement dans leur livrable à leur rythme. Ça, c'est important, puisque dans le cadre de l'individualisation des parcours, c'est fondamental. Ça permet. Alors souvent, les formateurs te disent, ouais, Laurent, mais comment on va faire s'il y en a qui ont fini avant? Bon, je dis, t'inquiète pas, ils trouveront toujours quelque chose à faire. Et alors moi, quand j'ai des phases un peu longues comme ça, où je sais que de toute façon, il y en a qui finissent avant, je les intègre dans la phase d'apprentissage des autres. Parce que en tant que formateur, on sait qu'enseigner, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc moi, je me dis, écoute, si j'en ai 2, 3 qui sont plus forts, avec leur accord, bien sûr, ils vont pouvoir venir soutenir les autres pour que les autres avancent. Et on se rend compte que là, ça crée, au départ, même si tu as de l'hétérogénéité sur le groupe, du coup, ça se resserre très, très vite. Et puis après, moi, je mets en place des petits challenges, tu vois, avec des points qui sont plus sur la progression que sur le résultat, quoi. Tu vois, si une équipe progresse beaucoup, elle a beaucoup de points. Puis nous, on mettait des challenges avec des bonbons, enfin des trucs. Bah oui, forcément. Ça, il y a des gourmands partout, tu vois. Apprentissage entre pairs, mais avec des challenges, avec des récompenses, voilà, de la motivation, quoi, quand même. Oui, et puis des fois avec eux, en vérité, il faut dans la proposition pédagogique, il faut être alors innovant, je dis pas. Enfin, moi, ça me fait marrer un peu les trucs innovants parce que moi, j'ai l'impression des fois de faire des trucs innovants et ils existent déjà depuis 10 ans. Ça, c'est vachement innovant ce que je propose. Non, je crois que le maître mot, c'est ce que disait Marcel Lebrun, c'est la diversité qu'on propose aux apprenants. Et là, je vais vous donner un petit tips. Moi, je fais un petit truc dans tous les dispositifs que j'accompagne. À un moment donné, je leur donne le cours et c'est eux qui le construisent à la place du prof. Eh ben, donc écoutez, carrément classe renversée là. Ouais, classe renversée. Il fabrique le cours, ouais. Et ça, franchement, ça donne des résultats en termes de motivation. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Je vois la dernière fois, je leur dis, on va construire l'évaluation. Et il y a quelqu'un qui me dit, ouais, non, mais si on construit l'évaluation, tu vois, le CF, évaluation cours de formation, on va connaître toutes les réponses. Alors j'ai dit ouais, et c'est quoi le problème? Du coup ça fausse un peu le jeu. Je dis pas du tout. Ce qui m'intéresse de mesurer, moi, c'est ce que vous savez, pas ce que vous savez pas. Donc du coup, si vous construisez l'évaluation, en vérité, vous êtes évalué sur la capacité à comprendre et à savoir ce qu'il faut évaluer. C'est ça qui est important. Oui. Ah, c'est pas la surprise à la fin. C'est ça. Et là, on voit que le résultat, il est excellent en termes d'engagement. En vérité, il faut pas. On pilote pas tout, quoi. Et puis dans ces dimensions distancielles, il faut qu'ils aient leur place. Il faut que. Moi, ça me dérange pas de pas piloter un cours, hein. Nous, sur la grande école, on a des fois des gens qui ont des compétences qu'ils ont acquises avant. Moi, si j'ai quelqu'un qui maîtrise un sujet, je le laisse faire le cours, hein. Il n'y a aucun souci, hein. C'est très valorisant pour eux. Oui. C'est comme ça d'ailleurs que des apprenants de la gêne deviennent des profs avec nous, hein. C'est du vécu. Et oui. Donc voilà, quoi.
OK, donc là pour résumer un petit peu, donc comment digitaliser rapidement les pratiques des formateurs. Donc là, tu nous parles qu'il suffit pas forcément de mettre le contenu sur la plateforme, de faire des visios, mais il faut vraiment qu'il y ait une structure, une méthode qui Ouais. permette également à la fois de mettre les ressources, à la fois d'évaluer et de suivre la progression pédagogique. Et donc là, tu nous as parlé à un moment donné, de capitaliser sur ce que les formateurs avaient déjà. Tu nous as parlé de PowerPoint, de les intégrer dans un syllabus. Oui. Alors du coup, concrètement, c'est quoi l'astuce? Comment tu fais tout ça? Eh ben, écoute, il y a deux choses qui pour moi sont fondamentales. Quand tu regardes la formation, moi je trouve qu'il y a toujours deux parents pauvres. C'est toujours l'évaluation. Et on a vu des chiffres l'autre jour sortir où 15% des formations n'ont pas d'évaluation. Ça fait halluciner quand même. Et Mm. c'est l'accompagnement. Donc nous, on a dit, bah, l'accompagnement, ok, bah, nous, on va le faire. Hein, on va accompagner, on va être présent, on va faire acte de présence à distance. Mm. Voilà. Et dans une dimension totalement autodéterminée par l'apprenant, c'est-à-dire que bah, c'est pas moi qui vais t'appeler pour te dire si tu as besoin. À un moment donné, tu as une difficulté, quelle qu'elle soit, tu m'en parles, tu as tous les canaux possibles. Alors, il y en a qui préfèrent t'appeler, d'autres qui préfèrent t'envoyer un mail, enfin, chacun fait son truc, quoi. Et puis nous, ben, on répond présent hein, dans cette dimension d'accompagnement. Et puis la deuxième phase, c'est l'évaluation. Donc, moi, j'ai besoin que mes apprenants ils retiennent les choses et j'ai besoin de vérifier qu'ils les ont retenues. Oui. Donc, le fait que mes formateurs avaient des PowerPoint amène de la connaissance, hein, de la compréhension. Donc là, là, on intègre tout au long des quiz, des évaluations et on fait un suivi. En réalité, on fait un suivi qui est toujours court. C'est ce que c'est plus facile d'évaluer quelque chose de court et en plus, dans un terme de motivation pour l'apprenant, vaut mieux qu'il réussisse par petites étapes successives que d'attendre d'être planté devant la montagne pour voir s'il va arriver en haut, tu vois. Moi, je Mm. préfère que tous les jours, il fasse un petit escalade là, tranquille. Et puis, puis tout d'un coup, quand il doute, tu dis, bah, retourne-toi. Il fait, ah ouais, quand même, j'ai bien avancé là sur cette affaire. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc pour nous, l'idée c'était de permettre aux formateurs, de réutiliser tout ce qu'ils avaient en leur possession. Parce que moi, Mm. c'est hors de question que les gens refassent le travail. Ils ont Ah déjà bah, bossé comme des furieux pour faire leur truc. On remet pas tout à zéro et on valorise en digitalisant, c'est-à-dire on intègre des questions, ces questions et ces éléments finis avec l'intégration des questions, ben, on les positionne sur une plateforme et là, ça leur permet d'avoir un lien directement à mettre à disposition, soit dans la plateforme où ils travaillent, en gardant ben, l'intégrité de leur support, hein, la possession de leur support, ou mm. bien de donner accès directement sur cette plateforme à eux, qui est créé pour eux, d'avoir cet accès et puis de pouvoir donner l'accès à leurs apprenants. Voilà, comme ça, ils suivent bien les progressions, ce qui se passe, où ils en sont. Alors après, selon les plateformes, hein, c'est un peu différent. On peut récupérer bien sûr tout ce qui est les datas de réussite, de tout ce dont on a besoin, qui fonctionne ou pas. En général, ça fonctionne pas. Pour la petite anecdote, faut pas s'inquiéter. Les gars de la plateforme, quand ça marche pas, ils vous disent que c'est l'outil auteur. Et les gens de l'outil auteur, quand il y en a un, si ça fonctionne pas, ils vous disent que c'est la plateforme. Donc du Ah, c'est coup, pratique. t'es vachement content quand ça marche. Hein. Ouais. Ouais, ça, c'est du vécu. Hein. Voilà, un Ouais. petit peu Bah, ce que je peux t'en dire. tu vois, ce que je me dis, c'est que bon, bah, digitaliser ses pratiques, on dit digitaliser ses pratiques. Donc ça Ouais, c'est bien, mais bon, une des questions que le formateur peut se poser, enfin, voilà, moi qui est formatrice, je pourrais me poser la question aussi, hein, c'est une des premières questions que je pourrais me poser. Donc il faut mettre en ligne mes ressources pour les apprenants, donc à leur disposition, qu'il y ait accès quand ils en ont besoin. Mais moi je me ouais, dis aussi, il faudrait quand même que ce soit enfin, sécurisé quelque part, enfin voilà ouais, tout à que fait. voilà qu'on récupère pas toutes les ressources comme ça, voilà.
Et puis je me dis aussi que ça prend du temps. Enfin, j'ai pas trop de temps. Enfin, surtout à cette période-là, quand on est tombé dans cette période-là, 2020. Bon, il a fallu tout repenser, etc. On n'avait pas trop de temps à perdre. Et et voilà. Et moi, j'ai pas non plus le temps de. Enfin, tu vois, Mhm. utiliser un outil digital quand tu as pas l'habitude, il faut se former. Il y a quand même une courbe d'apprentissage, voilà, Oui, qui oui, est là. il y a une courbe Donc, d'apprentissage importante. Il y a des achats de logiciels aussi à faire. Donc nous, ce qu'on a fait, on a pallié à tout ça pour les formateurs, c'est-à-dire qu'on a créé entre guillemets un méga centre de traitement de ressources où pendant 6 mois, on a digitalisé, mis en ligne, etc., etc. Donc nous, ça nous a permis deux choses. Ça nous a permis déjà de corriger le process au fur et à mesure, hein, parce que quand tu fais quelque chose, même si on le code, on n'arrive pas forcément à avoir quelque chose de parfait le premier jour. Donc on a un retour utilisateur qui nous sert à améliorer le produit. Et puis petit à petit, ce produit, il s'est amélioré. Et puis écoute, à la fin massivement utilisé, on avait on avait pratiquement on avait plus de problèmes quoi, en vérité. On n'avait plus de remontées de problématiques, des trucs mmh, qui coinçaient, voilà. Et du coup, maintenant, nous, c'est éprouvé, ça a été testé. On n'est plus en phase de recherche et développement, hein, puisque là, il fallait qu'à un moment donné, on se creuse le cerveau, à la fois dans une dimension pédagogique de qu'est-ce qu'on veut en faire, à la fois dans une dimension techno-pédagogique, c'est comment faire. Et après, tout ça mis en place, on s'est dit, le problème, comme tu l'as évoqué, c'est toujours le même, hein. Les formateurs, c'est pas des machines. Ils ont des supports. Et ben, écoute, aujourd'hui, nous, on a fait ce service, on l'a diffusé. Dans un premier temps, on avait rencontré des gens de la plateforme Parcourou, mmh, où on leur avait présenté notre produit, tout simplement. Et ils ont trouvé ça génial. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient l'intégrer comme outil disponible d'office dans la plateforme. Donc, ce qu'on a fait. Donc, OK. on l'a mis d'office dans la plateforme. Parcourou, c'est 11 000 utilisateurs, hein, c'est des formateurs. Et ils ont des PowerPoint, dis donc. Et du coup, ils ont, écoute, c'est massivement plébiscité. Et là, on a décidé, nous, de ce produit et ce service, maintenant de le mettre à disposition de tous. Et donc, on a créé un petit site web avec la possibilité pour les gens d'acheter ce service à un moindre coût, OK. de manière à pouvoir réellement digitaliser leur contenu, valoriser leur travail, pas perdre de temps. Ils ont autre chose à faire. Moi, je veux bien qu'on aille passer des jours et des semaines en formation pour apprendre à faire un truc. Mais bon, à un moment donné, quand il y a des raccourcis, je crois qu'il faut être aussi intelligent et puis il faut prendre les raccourcis, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, Voilà, tant qu'à quoi. faire. Ouais, c'est ça l'idée, quoi. Et du coup, on se rend compte qu'il y a plein d'utilisateurs, quoi, parce que ça déborde même totalement la dimension de la formation, puisque des gens en entreprise, pour des présentations, c'est vachement bien d'avoir des contenus interactifs dans les présentations pour son auditoire. Et du coup, on digitalise aussi de- pour autre chose que la formation, en vrai. Le support est universel, donc. OK, donc là, en fait, cette période, toute cette expérience, du coup, a permis de développer un outil, en fait, c'est ça? C'est C'est quoi cet ça. outil? Ça s'appelle PPT Digital. OK. Tu vois, à PPT parce que PowerPoint, quoi, hein. Puis Ouais, digital, OK. c'est un peu l'idée. Donc voilà, quoi. Voilà, OK, c'est. et en fait, on peut le trouver, enfin, vous. Ouais, oui, tout à fait. Bah écoute, si tu veux, on mettra le lien dans la description. Ouais, OK. Comme ça, nos auditeurs pourront aller jeter un coup d'œil, regarder comment faut faire, et puis voilà. Et puis éventuellement, s'ils veulent nous poser des questions, ils n'hésitent pas, hein. On est là pour répondre. On a essayé d'expliquer un peu tout. Mais voilà, ils essayent de voir. Il y a rien de compliqué, hein, là. Je crois que la difficulté, c'est d'avoir un PowerPoint et de savoir quelles questions on pourrait poser à nos élèves, étudiants ou apprenants. C'est ça l'idée. Mmh. Oui, OK. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Je trouve ça assez intéressant en fait de partir d'une situation, de cette problématique là, que
qu'on a rencontré à un moment donné, que les formateurs ont rencontré, de développer quelque chose, juste entre nous, et cetera. Et puis bah, que là aujourd'hui ça devienne un un outil, disponible, pour tous, qui enfin voilà quoi, qui a fait ses preuves et tout ça, donc c'est Mmh. plutôt sympa. Donc effectivement, beh, on pourra mettre le lien dans la description. Et puis voilà, hein, si vous avez des questions, et ben écoutez, Laurent sera là pour vous répondre. Eh Bah, je ben, te écoute, remercie. ouais, bah, écoute, moi aussi, je te remercie. C'est bien de me donner la parole aussi sur sur des sujets comme ça. Et puis, moi, je dirais que notre but initial, nous, c'est le partage, c'est l'échange. Donc là, on est totalement dans partager ce qu'on a fait, quoi. C'est offrir à tout le monde, bah, écoute, ce qui nous sert à nous tous les jours, hein. Après Mmh, tout, mmh. soyons fous. Ouais. Merci beaucoup pour ce moment. Bah, merci à toi, Laurent. À très vite. À très bientôt.